Hello and welcome everyone to this. Bonjour, je vais parler en français. Nous allons parler de la financiation des. Les associations de banquiers de Lille est un des. Tu sais. And the Réseau Alliance for this for the fourth year. Pour la première année, donc, nous travaillons ensemble et pour cette session. Le changement climatique et le dérèglement climatique sont pour nous tous un enjeu particulièrement pressant. C'est la raison pour laquelle la Commission européenne ou l'Union européenne a appelé à une transformation économique majeure afin de créer une économie moderne, efficace et compétitive avec des objectifs critiques. Arriver à la neutralité carbone en 2050, promouvoir l'indépendance économique en termes de ressources et l'inclusion sociale. Ensuite, il y a les mécanismes financiers qui sont mis en place par l'Union européenne. Quels sont les leviers au niveau des investissements stratégiques dans l'écologie verte, l'innovation? Est-ce que les institutions européennes vont nous subsider? Aujourd'hui, pour ces sujets, je suis heureux de recevoir Madeleine Sobkowiak, qui est professeure associée en comptabilité à la Business School EDEC en France. Vous vous focalisez sur la durabilité et le reporting et l'impact du business sur le domaine social et l'environnement. Vous avez travaillé sur la nourriture des océans afin d'améliorer la durabilité des pratiques marines. Vous, en plus d'être professeur et de chercheuse, vous êtes membre du comité de recherche scientifique dans ces sujets. Bienvenue. Yann, Notre-Dame, vous avez fondé CSR à New York avec 100 membres institutionnels et privés qui supportent et unissent 1000 entreprises en Europe autour de la durabilité. Vous avez joué un rôle prépondérant dans les directives européennes sur le financement des entreprises avec une série d'abréviations intéressantes. Vous avez aussi travaillé sur le pacte vert 2024-2029. Vous avez cofondé, avec Patrick Devoot et professeur Patrice de Louvain, des réseaux afin d'intégrer ces sujets dans le curriculum de l'école de Louvain. Et nous attendons Vianney Merchez, qui ne va pas tarder, qui travaille pour Neo Hockey, une entreprise qui est localisée dans le nord de la France pour minimiser l'impact sur la planète sans sacrifier notre confort et notre plaisir, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc voilà les sujets dont nous allons discuter pendant une heure quasiment, et il y aura un moment pour des questions et des réponses. Cette session sera enregistrée et vous la trouverez sur le site Internet du forum. Commençons par vous, Jean. Est-ce que vous pourriez présenter l'activité de CSR Europe? Oui, bien sûr, je suis très content d'être ici. Est-ce que... Rien qu'en entrant dans ce bâtiment, j'ai reçu des énergies et des vibrations très positives. Merci beaucoup. Et avant de vous répondre sur CSR Europe, je voudrais partager ce que j'ai ressenti aujourd'hui. Nous avons tous un devoir moral, politique, d'être tous réunis. Et cela peut se faire, ce qui peut se passer
au moment du World Forum à Lille, mais cela peut se faire aussi à d'autres endroits comme le réseau Alliance ou le niveau européen ou dans des organisations comme CSR Europe ou d'autres organisations comme le World Business Council pour le développement durable. Au fait, les sociétés doivent se réunir, doivent apprendre l'une de l'autre, travailler ensemble et le faire de manière plus stratégique. Nous sommes un petit peu comme une organisation parapluie qui réunit des réseaux régionaux natociers. Réseau Alliance fait partie et est une des 40 organisations qui se retrouvent dans CSR Europe. Alors, nous, au fait, en Europe, ce qui se passe, c'est que nous perdons de l'intelligence, nous perdons des innovations. Nous perdons lorsque nous transformons du business et du nord au sud, de l'est à l'ouest, au fait, nous ne tirons pas profit de tous les changements qui s'opèrent. Et nous sommes au fait comme dans un laboratoire permanent au sein de toute l'Europe et aussi entre l'Europe et les autres continents. Nous faisons trois choses. Nous accompagnons les sociétés et leur transformation durable. Et je ne vous raconterai pas tout ce que cela signifie, mais au fait, c'est un peu comment faire un reset d'un sens. Et après, cela a une influence sur les processus, le management, les stratégies, etc. Donc, au fait, nous accompagnons les sociétés dans cette transformation. Nous coordonnons, facilitons les plateformes collaboratives. Et si nous ne collaborons pas, nous n'aurons aucun impact. Et les sociétés toutes seules ne peuvent pas y arriver parce que le problème est extrêmement complexe. Donc, au fait, nous devons organiser une espèce d'alliance collaborative. Et dernièrement, nous avons besoin d'un changement culturel. Si l'Europe est vue comme un système qui peut utiliser toute cette intelligence, toutes les données qu'elle renferme, nous pourrons faire nous pourrons utiliser toutes ces données et nous voulons exprimer aux décisionnaires non pas ce qu'ils devraient faire, mais ce qu'ils doivent faire. Et donc, on devient une véritable étude de cas. Et cela permettra aux décisionnaires de prendre les bonnes décisions et décider soit d'investir ou de désinvestir. Et nous nous focalisons beaucoup sur le changement des valeurs. Et il est extrêmement complexe de voir toute cette chaîne de transformation de valeurs. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est ce qui nous amène aujourd'hui à être ici ensemble, c'est une meilleure gouvernance et une meilleure transparence. Mais vraiment une véritable transparence pour être beaucoup plus efficient. Et ensuite, il faut penser juste ce qu'on appelle le just transition, de la transition pure, de manière à ne pas créer plus d'inégalités qu'il n'y en a. Au fait, les inégalités sont un élément qui est sous-estimé et on parle plutôt de perception. La banque BNP Paribas a mené une enquête avec 10 000 personnes en Europe et 7 personnes sur 10 sont convaincues que la transition climatique augmentera les inégalités
entre les plus riches et les plus pauvres, qui sont aussi les plus vulnérables en Europe, mais également en dehors de l'Europe. Donc voilà en synthèse ce que nous faisons. Et si je peux rajouter, et comment est-ce que on embarque une compagnie? C'est faire des ateliers, du pratique, pas de... au fait, il faut se retrousser les manches, comme on dit en français, et pas de grands discours, de la pratique. Alors que ce soit des ressources humaines, de la supply, peu importe. La durabilité est quelque chose que l'on retrouve dans toute l'entreprise. Donc, les ateliers sont au fait la trajectoire qu'il faut parcourir pendant 1 an et cela permettre au fait de voir toute cette chaîne de transformation. Nous avons également ce qu'on appelle des masterclass EU et Madeleine en parlera tout à l'heure. Au fait, c'est la nouvelle génération de développement durable avec les nouvelles législations européennes. Et si on n'intervient pas de manière proactive, vous allez au fait avoir un véritable tsunami. Et puis après, vous allez recourir aux services juridiques et vous allez lui demander de vous faire un rapport. Et les sociétés avec lesquelles nous travaillons sont des sociétés proactives elles veulent au fait accélérer vos propres objectifs dans cette transformation. Nous travaillons aussi sur des plateformes collaboratives, mais je vois que j'ai parlé déjà pas mal. Merci beaucoup pour ce plaidoyer. Alors, quand on parle de développement durable au sein de l'Union européenne, on parle beaucoup du Green Deal. Qu'est-ce que cela signifie et quels sont les points clés et les initiatives clés? Alors, the Green Deal, c'est un petit peu quelque chose de très grand, avec un slogan. Et c'est au fait une des premières stratégies intégrées pour une Europe durable sur la période 2030-2050. Et elle s'inspire des leaders de la société civile et également des différents mouvements en Europe. Il y a plus de 30 leaders qui ont travaillé et qui ont fait plusieurs propositions de manière à pouvoir développer et proposer une telle stratégie. Il y a plus de 380 CEO qui ont demandé un New Deal. Et tout cela a amené à créer le Green Deal. Le Green Deal est au fait un objectif très très grand. C'est au fait la cible ultime. Et elle sert pour aider l'Europe pour devenir le premier continent vert. C'est une très grande ambition. Et si je devais l'expliquer, j'utiliserais ce chiffre qui aujourd'hui exprime la façon dont je bouge, je mange, je vis dans ma maison, je construis ma maison. Tout ce que je fais pendant ma journée et la consommation de CO2 correspondante. Et le Green Deal, c'est de passer de 10 tonnes aujourd'hui à 2 tonnes. Et donc, quel que soit ce que l'on fasse, même par exemple boire un verre d'eau. Et donc, je dois me poser la question, comment est-ce que je peux faire cela demain en utilisant 5 fois moins de CO2?
Donc, au fait, c'est vraiment un changement de paradigme et nous voulons tous continuer à vivre en continuant à être heureux. Et le Green Deal, dans sa grande stratégie, inclut différentes politiques. La plus grande, la plus importante, est celle qu'on appelle the Climate Law, donc la loi climatique. Et c'est un système qui permet à l'Union européenne de contrôler et de voir si toutes les autres politiques, stratégies, règlements contribuent afin qu'en 2030, c'est-à-dire dans 6 ans, nous pouvons réduire de 55% nos émissions de CO2. Donc 2050, c'est au fait notre cible finale. Et donc 2030, dans 6 ans, on a moins 55% qui doit être atteint. Et à chaque fois, il faut voir, est-ce que vous y contribuez ou est-ce que vous augmentez le risque de ne pas y arriver? Alors, je voudrais... Un exemple, c'est comment est-ce qu'on utilise de plus en plus l'utilisation du vent et donc passer de 2 à 12 gigawatts. Donc 1 million de tonnes d'hydrogène en 2024. Comment arriver à 10 millions de tonnes d'hydrogène? Il y a également un plan économique qui va de pair. Donc réutiliser, recycler des différents produits. C'est une politique très importante. Ensuite, nous avons un autre élément qui est la politique de rénovation. Donc 30% de l'énergie est utilisée dans toutes les activités de construction. Et il y a également la mobilité durable. Et donc là, il faut réduire de 90% les émissions de CO2. Et d'ici 2035, nous ne devrons plus construire un moteur qui dépende du CO2. Et nous voyons que l'industrie automobile essaye de faire de son mieux pour y arriver. Pour ce qui est au fait de l'alimentation, nous avons environ 30% d'émissions à effet de serre. Donc la façon dont nous produisons, dont nous transformons la stratégie est très importante et nous devons faire plutôt quelque chose de la ferme à la fourchette. Et il y a également une stratégie reliée à l'innovation qui s'appelle Horizon. Et donc celle-là a un impact sur les batteries, l'utilisation des métaux, etc. Et nous avons cette stratégie all-inclusive. Et une est comment est-ce qu'on va financer tout cela? Et il y a une stratégie financière qui gère cela. Et un des piliers est ce qu'on appelle la taxonomie sociale et environnementale. Chaque investisseur qui veut mettre un nouveau produit financier, quel qu'en soit le nom, devra suivre une taxonomie. Et donc, il faut faire attention que chaque fois qu'il y a une innovation financière et que celui-ci suive exactement le processus de la taxonomie. Et cela
au fait, doit éviter que des capitaux aillent vers les sociétés. Donc, le deuxième élément s'appelle la stratégie de transition, parce que, au fait, nous sommes conscients que tout le monde ne peut pas avancer au même rythme. Et donc, la transition doit être plus équitable et mais encore une fois, j'ai déjà dit beaucoup. J'ai trop parlé. Alors, nous avons une transition des médias. Et pour financer cette transition, quels sont les outils que l'on peut utiliser et qui sont promus par l'Union européenne? Alors, comment nous finançons tout cela? Alors, cette commission a commencé, la commission von der Leyen a commencé en 2019 et ils ont commencé un plan d'investissement du Green Deal. Globalement, ce plan, c'est 1 trillion d'euros et la moitié vient de ce que l'on appelle le budget de l'Union européenne. Et chaque année, les pays contribuent à ce budget. Et puis, nous avons le système et l'autre. Après, il y a l'autre budget, l'autre moitié du budget qui vient de différentes initiatives, le secteur public et privé. Et puis, il y a encore une partie qui vient d'un système de cofinancement. Il y a environ 100 milliards qui servent uniquement à financer le mécanisme de transition et qui sont dédiés aux régions où vous avez encore beaucoup de mines de charbon qui vont devoir être fermées d'ici 2030. Et donc, ce sont des régions qui vont devoir changer complètement de typologie d'économie. Ce mécanisme de transition va de pair avec une roadmap européenne pour vraiment pousser encore plus vers la transition. Et il arrive que cette roadmap, qui a été développée il y a environ 1 an et demi, et que des sociétés ont elles aussi développé leur roadmap. Et dans la collaboration entre les politiques européennes et les sociétés, d'ici l'an prochain, nous verrons des sociétés qui vont devoir être plus transparentes et qui vont devoir répondre à des standards. 4 de ces standards sont sociaux, donc pour supporter. Donc, qu'est-ce que vous faites, par exemple, pour vos fournisseurs, pour vos employés? Qu'est-ce que vous faites pour les communautés pour lesquelles vous opérez? Et donc, tous ces standards sont ceux que vous trouvez dans la Business Roadmap. Et donc, d'un côté, vous avez ce que l'Union européenne me demande, et de l'autre côté, où puis-je trouver des outils d'innovation? Mais il y a également une source de budget que je trouve très important, c'est ce qu'on appelle country by country reporting on tax. C'est du jargon européen. Et au fait, c'est un indice de taxe européenne
parce que nous ne pouvons pas accepter que les sociétés soient là en train de crier victoire et crier ce qu'elles font. Et même pendant la période du Covid, nous avons vu qu'il y a des éléments relatifs à la santé qui n'ont pas été suffisamment sécurisés. Nous voyons la même chose dans les EHPAD, dans la mobilité. Tous ces éléments de base, tous ces piliers dépendent de la taxe sur le comportement. Merci. Yann, donc payer des taxes également du CSR, du RSE. Et alors, pour parler de votre institution, bonjour Vianney. Alors, pour parler de l'EDEC et voir comment l'EDEC est vécu. Merci pour l'invitation. Et je suis très contente de voir qu'il y a une grande communauté de personnes qui sont concernées par le développement durable et la transition écologique. Quand on pense de l'EDEC, on pense que c'est une université, c'est une business school. Et le fait de former des futurs entrepreneurs, managers, etc., il est important de leur faire comprendre quels seront les challenges, ce à quoi ils devront faire face et quelles sont les solutions ou comment ils vont devoir trouver les solutions à tout cela. Et ces personnes donc devront faire face à différents challenges et ils devront pouvoir les aborder et devront trouver des manières et des solutions à proposer. Alors, nous faisons énormément de recherches sur les différents challenges. Nous avons également l'Institut et nous étudions le risque climatique. Moi, par exemple, je fais énormément de recherches. Pour mon côté, je suis le fait du côté financier et comptable. Et nous faisons aussi une collaboration et nous essayons de créer de nouvelles solutions avec des entreprises. Yann disait déjà que nous avions besoin de collaboration pour faire face aux différents challenges. Alors, et la coopération a un certain nombre de règles auxquelles il faut se plier. Nous devons co-créer, nous devons travailler ensemble. Et par exemple, moi, je travaille avec beaucoup de sociétés qui travaillent avec les produits de la mer. Et nous pensons déjà à des sujets comme les antibiotiques, tout ce qui a trait à la santé humaine, nous amène déjà à travailler sur ces challenges pour comprendre comment travailler même à un niveau beaucoup plus global avec d'autres organisations et voir également quels peuvent être les différents champs d'action. Donc, la durabilité est importante pour vous et pour le DEC. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques éléments sur le cadre légal de la Commission? Yann a déjà commencé en parlant du Green Deal. Et le Green Deal est vraiment le point de départ. Alors, dans le Green Deal, on retrouve un certain nombre de règles, de normes. Par exemple,
Certaines sont sur la taxonomie, pour donner un exemple. Ce qui est important est le fait de diriger ou rediriger les finances vers des projets, mais surtout, ce qui est important, c'est de pouvoir le faire en toute transparence et en évitant le greenwashing. Alors, nous avons parlé de finances publiques, mais nous savons qu'il est important d'onboarder également le secteur privé si nous voulons arriver à la cible. Le problème avant avec le secteur privé était le greenwashing. Et avant, au fait, ce n'était même pas très clair que voulait dire au fait le mot durable, développement durable, que voulait dire être green. Qu'est-ce que l'on pourrait considérer comme une activité durable? Maintenant, cela est très détaillé et il est clair qu'il faut contribuer à différents éléments. Donc la pollution de l'eau, la pollution de l'air, par exemple. Et donc il faut contribuer à un impact positif, au moins. Alors c'est très important d'avoir ce cadre général sur la durabilité. Et c'est quoi ça? Disclosures, la déclaration. Il y a également donc des déclarations et il y a une donc directive qui est non financière, qui au fait dit ce que les sociétés doivent faire pour ce qui est leur impact. Et les nouvelles disent, parlent d'un champ d'action qui est extrêmement large. Et il faudra au fait se rapporter à certains standards, ce qu'on appelle la double matérialité. Alors, d'un côté, les risques dont les risques financiers font partie, mais il faut également respecter les règles concernant l'impact. Et je pense que, au fait, tout cela, au fait, est en train de s'étendre de plus en plus. Et cette mise en œuvre est quelque chose qui est en train de se faire petit à petit. Comme d'habitude, au fait, pour les règlements et la législation, elles sont mixtes. Il y a des players qui sont financiers et non financiers. Il faut d'abord expliquer ce que durabilité veut dire, signifie. Et après, voir également quels sont les différents labels que l'on peut utiliser, par exemple neutralité carbone. Et il faut comprendre qu'avoir une taxonomie signifie avoir une très bonne compréhension pour faire. Mais quand on parle de réglementation, très souvent, le diable se trouve dans les détails. Donc, par exemple, il faut détailler quelles sont les activités qui sont concernées. Voilà, maintenant, en fait, avant, les activités n'étaient pas incluses dans la taxonomie européenne, mais maintenant, elles le sont. Et donc, les organismes et les sociétés ont pu réarranger leur propre portefeuille de manière à pouvoir s'adapter. En plus, il y a eu des sociétés qui n'étaient pas couvertes par le RFID avant. Et
si on n'avait pas publié des documents avant, on pouvait être un peu apeuré par au fait l'ampleur du travail à faire. Et donc entre 2000 et 2024, c'était pour les sociétés qui n'avaient pas encore de RFID. Et c'est un processus qui après continue dans le temps. Et quelle est votre expérience à cet égard? Well, avant tout, je vois que cette nouvelle génération, qu'elle parle avec optimisme. J'ai déjà parlé du tsunami et de l'avalanche tout à l'heure, qui va tout tuer. Et il y a quelques jours, j'étais très contente d'être dans la commission Barnier, que les Français connaissent. Et c'était une réunion où nous avons expliqué comment le rapport de transparence peut être un élément très important pour, au fait, mettre en œuvre la durabilité. Nous avons vu qu'il y avait énormément d'exemples. Alors, c'est ce qu'on appelle, il y a également la durabilité intouchable. Et nous avons dit que il était grand temps, au fait, d'avoir des réglementations. Et nous avons eu beaucoup de témoignages que, au fait, les réglementations ne sont pas l'outil qui va tout régler, mais c'est un des outils qui va aider. Et beaucoup de sociétés adhèrent à tout cela. Et l'Union européenne dit qu'au fait, c'est ce type de société qu'elle veut voir. C'est vraiment une... Je voudrais ajouter qu'il y a une très grande hypocrisie. L'Europe revient avec des valeurs et des réglementations. Mais quand il demande aux législateurs où est-ce que vous supportez, où est-ce que vous investissez, où est-ce que vous nous donnez de l'attractivité, tous les efforts des compagnies et surtout des PME. Parce que Madeleine, vous avez dit qu'il y avait 50 000 entreprises. En réalité, il y a des centaines de milliers autour de toute la supply chain. De réussir à avoir la qualité de l'information, il faut demander aux clients, il faut demander aux sous-traitants et aux fournisseurs de vous donner les bonnes données. Et là, il n'y a plus l'Europe, il n'y a plus les membres du Parlement, il n'y a plus les députés, il n'y a personne de la Commission. Ils ne comprennent pas du tout la complexité de ce que cela signifie. Donc, d'un côté, l'Europe crée un énorme terrain de jeu, même au-delà de l'Europe. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'entreprises en Chine qui demandaient mais qu'est-ce que c'est que ce SFRD européen et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on a envie de faire du commerce avec les Européens? Parce qu'il y a un autre élément qu'il ne faut pas oublier. Il y a le ban sur le travail forcé, qui est aussi une énorme réglementation où l'Europe montre les dents à d'autres continents. Mais c'est très hypocrite parce que nous ne voyons nulle part la Commission européenne construire ce que j'appellerais un plan Marshall pour supporter les entreprises dans cet énorme mécanisme de transparence, de devoir de vigilance, les lois de déforestation. L'Europe ne veut pas que vous et nous mangions des aliments issus de la déforestation. Donc tout cela est une énorme révolution en ce sens ou dans la manière dont on fait les business aujourd'hui.
Donc nous voulons une réglementation smart et par le passé, il y avait une différence de 180 degrés entre le discours européen sur la transparence par rapport au discours du business européen, c'est-à-dire le MEDEF européen, qui venait avec un tas d'arguments et d'idéologies. Nous venions avec des faits. Donc, il y a une grande distance dans la communauté du business. Je pense qu'aujourd'hui, ça s'est calmé. Peut-être qu'ils ont perdu la partie ou qu'ils ont résisté trop longtemps. Toujours est-il qu'il y a un élément qui dit que l'Europe est en train de décrire ou de mettre en place un terrain de jeu, mais il ne faut pas être hypocrite et juste parler de grandes valeurs et de normes. Il faut aussi se mettre les mains dans le cambouis et être près du business des personnes qui doivent faire la transition. Et ça, pour l'instant, nous ne l'avons pas. Et maintenant, il faut faire au lieu de dire. Madeleine, pour revenir vers vous, est-ce que vous pourrez nous en dire plus sur ce que les entreprises pourraient utiliser pour arriver à cette transition? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'instruments financiers qui peuvent être utilisés. Comme Jean le disait, il y a des fonds verts, un peu comme jadis les fonds. C'est un peu qui peuvent être utilisés et qu'on peut rajouter à leurs critères. Donc, quelquefois, on pouvait utiliser différents outils de ce genre aussi. Donc, ça existe aussi. Il y a des échanges ou des bourses luxembourgeoises qui ne listent que des sociétés qui participent ou qui ont un certain label au niveau des standards verts. Et en général, ça peut couvrir des entreprises qui sont déjà vues comme étant durables ou des entreprises qui sont les meilleures de leur classe, des exemples de leur secteur d'activité et ou qui travaillent à leur transition. Quelquefois, ça ne couvre qu'un certain nombre de sociétés et on a du mal à attirer d'autres entreprises qui ne le sont pas encore, mais qui auraient besoin d'un support financier pour le devenir. Donc, ça excluait ou bien c'était trop lâche et tout le monde pouvait y arriver, ou c'était trop strict et personne ne pouvait y adhérer. Sinon, jusqu'à présent, il y avait les green bonds, c'est-à-dire quand on a, par exemple, un parc éolien ou un grand investissement, vous pouviez avoir des fonds, ouvrir une campagne de récolte de fonds, et cela vaut pour des projets qui sont durables et vous ne pouvez faire que des dépenses qui sont liées à ce projet. Donc, ça marche dans le cas d'un grand projet. Les green bonds, voilà, ça marche bien. Par contre, vous ne pouvez pas utiliser l'argent pour autre chose. Cela signifie que quelquefois, dans la pratique, c'est difficile quand on travaille avec des business d'essayer de financer un processus, une transition, parce que cela ne correspond pas au niveau des dépenses à ce projet particulier. Donc, au cours des dernières années, il y a une nouvelle catégorie d'emprunts qui sont liés à la durabilité, ou des bons, justement, liés à la durabilité, qui étaient un peu différents, en ce sens que votre prêteur vous prête de l'argent et vous acceptez un certain nombre de critères. Si vous managez de manière à améliorer votre performance durable, vous payez moins par rapport à l'emprunt. Si au bout de 2 ou 5 ans, vous réussissez à prouver que vous avez réussi à respecter ces critères qui étaient prédéfinis. Donc ça, c'est négocié cas par cas. Donc on commence avec une certaine société. Qu'est-ce qui serait réaliste au cours d'un certain laps de temps? S'ils n'arrivent pas, ils doivent payer plus cher leur emprunt. Sinon, eh bien, on leur donne une sorte de bonus et une minoration.
Le bénéfice, c'est que ça donne plus de flexibilité à l'entreprise pour s'adapter au cours de son processus de transition, de voir comment est-ce qu'ils veulent dépenser cet argent. Il y a des défis, évidemment, par rapport à la définition de ces objectifs qu'il faut définir, mais qui doivent rester atteignables. Mais voilà donc les trois processus, les trois outils habituels dont je viens de parler. Et nous l'avons vu dans au cours des dernières années que ça se faisait. Donc, il faut prouver en tant que groupe qu'on s'est amélioré et donc, au niveau du financement, on vous récompense. Donc, la durabilité vaut la peine aussi au niveau financier. Alors, bienvenue. Je vous ai présenté tout à l'heure en votre absence. Dites-moi un peu plus sur votre société. Erico est une société spécialisée dans l'économie circulaire. Nous construisons des bâtiments avec de vieux matériaux et aussi village des Jeux Olympiques. Quand la ville de Paris a dû tout construire pour les Jeux Olympiques, NeoEco les a conseillés et les a aidés à reconstruire avec des matériaux recyclés. Nous travaillons aussi dans certains domaines, comme en Ukraine, au Liban ou dans le sud de la Turquie, par exemple en Libye aussi, après les inondations. Ils ont besoin de conseils. Notre mission, c'est d'aller là où beaucoup d'entreprises ne veulent pas aller et de proposer des solutions. Quand des personnes veulent reconstruire très rapidement, nous pouvons leur dire, vous avez des matériaux, vous avez beaucoup d'éléments et vous pouvez reconstruire grâce à ça. C'est comme donner de l'espoir. Nous l'avons testé en Ukraine et au Liban. Nous avons vu que aussi au sud Turquie, après le tremblement de terre, nous avons pu leur dire que tout n'est pas mauvais. Nous pouvons créer quelque chose de nouveau avec ce qui existe, mais de manière durable, de manière verte. J'imagine que vous n'êtes pas seul. Comment est-ce que vous créez des partenariats autour de votre projet? C'est important pour nous d'arriver dans un pays, mais nous avons des joint ventures et nous connaissons du monde. Nous savons, du coup, avec notre savoir-faire, et nous souhaitons passer ce savoir-faire à d'autres sociétés pour être sûr que la capacité d'être vert, dans le cadre du BTP, ça peut être le futur, pas seulement pour des entreprises occidentales ou européennes, mais aussi dans d'autres pays du Moyen-Orient, par exemple. C'est la raison pour laquelle nous faisons toujours des joint ventures avec des entreprises locales, notamment aussi dans des secteurs particuliers. Nous créons donc de l'emploi pour des personnes dans certaines niches. Comment est-ce que vous financez ces projets et est-ce que l'Union européenne joue un rôle particulier? Nous avons de nombreux projets. Par exemple, en France, c'est le ministère de l'Économie qui a financé notre position. Mais c'était un don pour le pays. Donc, la France a dit au gouvernement libanais, je vous donne de l'argent pour ce projet, juste pour ce projet-là. Mais ça n'est pas une dette. On a fait la même chose en Ukraine et en Turquie. Après, quand vous donnez votre savoir-faire, l'Union européenne arrive avec beaucoup de possibilités et d'opportunités financières pour la population locale. Ce qui se produit en Ukraine actuellement, il ne donne pas à nous en tant qu'entreprise, mais aux entreprises locales qui ont été formées et nous pouvons continuer à les conseiller. Voilà la situation telle qu'elle se présente. Donc, quand nous avons un projet pour reconstruire
5 écoles dans le sud de l'Ukraine et nous travaillons avec des entreprises locales, avec des soldats qui reviennent de la guerre ou même des civils qui sont perdus. Nous les faisons travailler. Nous arrivons à les mettre à penser à une nouvelle vie, à se projeter. C'est notre mission et c'est l'Union européenne qui nous finance. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur ce projet ukrainien, justement? C'est un projet un peu spécial parce que nous sommes arrivés il y a 3 ans. La guerre allait démarrer. L'ambassade de France nous a dit nous en avons besoin à Kostomel, c'est à côté de Goutchar, à côté de Kiev, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts là-bas. Donc, le côté business et le côté social, et nous mélangeons les deux. Et l'économie circulaire, c'est plus facile d'œuvrer comme ça. Comme je le disais, on n'y va pas seulement pour le business, mais on apporte surtout de l'espérance aux gens. En Ukraine, c'est ce qui s'est passé. Nous sommes arrivés, nous avons dit aux gens, nous allons reconstruire avec votre matériau. Vous n'allez pas perdre votre maison, vous aurez une nouvelle maison, mais avec les matériaux de l'ancienne maison. Donc c'est un nouveau départ. C'est facile de lire en France, hein, mais quand vous êtes en Ukraine, il y a 13 mois plutôt, c'était un vrai défi de faire accepter ça aux Ukrainiens, mais je pense que nous y sommes arrivés. Merci beaucoup, le temps passe à toute allure. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? J'ai une question par rapport à la personne qui a fait... Vianney. Vianney. Excusez-moi, de votre expérience que vous avez faite en Ukraine. Oui. Les financements que vous avez reçus, est-ce que c'est des financements de l'Union européenne transités via la France, c'est-à-dire vous, ou bien c'est directement à l'Ukraine, vu que c'est dans le contexte où ils sont, disons, dans les démarches d'intégration de l'Union européenne? Non, une partie du financement a été donnée directement par la Direction générale du Trésor. Française? Française, oui, à Bercy, pour la partie située à Hostomel, et la deuxième partie dans le sud de l'Ukraine dont je parlais tout à l'heure à Mykolaïev. Là, c'est un don qui a été fait à la ville par l'Union européenne pour notre projet. D'accord. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est au-delà de la valeur économique, il y a la valeur humaine, qui est l'espérance que vous apportez. Non seulement, c'est très, très, très riche, tout ce qui a été détruit, vous récupérez, si je comprends bien, vous récupérez une partie, ou bien j'ai mal compris? Non, vous avez très bien compris. C'est peut-être mon anglais qui était moins bon. Non, vous avez bien compris. On récupère un maximum de matériaux. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, NeoEco est impliqué dans le recyclage des matériaux suite à la démolition de certains immeubles habitats sociaux à Lille. On peut aller jusqu'à 80% du bâtiment qui est entièrement réutilisé dans la reconstruction derrière. Et donc le principe pour les Ukrainiens, c'était de... C'est compliqué quand vous arrivez quelque part, que tout est bombardé, détruit, etc. Et que vous dites aux gens, le peu qui reste, on va le raser. C'est-à-dire que ce qui les rattachait encore un petit peu à leur vie d'avant n'existe plus. Oui. Et donc, on n'était pas là pour faire un parking, ça tombait bien. Oui. Et le message, c'était de dire, en réalité, vous vous êtes fait bombarder. Je me souviens de cette réunion qu'on a eue à Hostomel, où c'était vraiment les termes qui ont été utilisés. On vous apporte quelque chose de nouveau, mais ça ne veut pas dire qu'on efface votre vie. On se sert de ce qui s'est passé dans votre vie pour créer quelque chose de nouveau. Mais de toute façon, pour moi, ça fait partie de cette dimension écologique aussi. On parle de financement, on parle d'écologie, on parle de green. N'oublions pas la dimension d'écologie
social, qui est la prise en compte de l'être humain que vous avez devant vous et la manière dont vous allez apporter soit votre affaire, soit votre don, soit ce que vous allez faire localement, mais avec ce respect de cette personne-là. C'est une dimension écologique aussi. Et NeoEco a cette dimension écologique puisque 70% de notre activité à l'export est dans des zones compliquées, en situation de crise ou de sortie de conflit. Très bien, et c'est très enrichissant parce que moi je fais des recherches sur la justice environnementale où on ne doit pas détacher l'humain dans la durabilité, l'humain au cœur de la durabilité. Donc c'est ça, ce cas est vraiment très enrichissant. J'ai une autre question pour le monsieur Yann. Non, c'est pas Vianney. Yann. Yann. Et vous avez parlé de l'hypocrisie par rapport à la mise en œuvre des lois que se donnent les institutions européennes. Mais cette hypocrisie, moi je la vois aussi au niveau international. Et du coup, moi je vois que c'est vrai que le système actuel ne permet pas parfois aux États d'avoir un peu d'armes derrière les entreprises, mais à un moment donné, il faut quand même des contraintes. Il faut au-delà de l'Europe, sur le plan, on a vu lorsque Donald Trump était arrivé, vu les intérêts de son pays, c'est des entreprises américaines, il a abdiqué. Et on comprend qu'en fait, c'est les intérêts qui sont plus mis en avant et non l'enjeu commun qu'on a sur les risques qu'on court, les risques climatiques. To build on that, is there any risk that we would lose competitiveness compared to other areas? Donc ça veut dire qu'on perdrait notre compétitivité. Si nous devons lutter, c'est vrai, il y a une certaine égalité là, c'est vrai. Si nous devons lutter, on doit nous donner de l'argent pour nous dédommager. Faisons les efforts, mais derrière, on réclame. C'est ce que pour du côté africain. Ok, je ne sais pas si je vais pouvoir... J'invite tout le monde à, quand vous aurez le temps, regardez un petit peu à ce qu'on appelle aujourd'hui le Global Gateway. Ok. C'est une stratégie très récente de l'Union européenne et surtout de la Commission européenne et qui est la façon dont les Européens veulent renouveler leur partenariat stratégique, notamment avec l'Afrique, mais aussi avec l'Asie, l'Amérique latine. Et vous verrez qu'il y a des premiers accords de partenariat stratégique. Donc, on n'est pas dans les trade agreements, mais des partenariats stratégiques qui sont des investissements massifs européens avec ce qu'on appelle du blending finance, avec du privé et du public, sur des chantiers très précis qui apportent une valeur ajoutée dans le pays partenaire. Alors, il y a un petit peu d'espoir. Je me souviens d'un commissaire européen, il s'appelait Louis Michel, qui avait dit que 40 ans de politique de développement de l'Union européenne n'a développé personne. Aujourd'hui, l'Europe est fragile. Elle a peu d'autonomie, notamment sur des matières premières, sur les matières rares. Et ce qu'on entend des pays tiers, notamment ceux qui sont pourvoyeuses de matières rares, notamment pour l'électrification de notre parc automobile en Europe, disent de plus en plus clairement, nous ne voulons plus. Alors, ils savent le dire moins facilement aux Chinois, ils savent le dire plus facilement aux Européens, parce qu'on a encore un petit peu de guilty effect en Europe. Mais les partenaires, notamment en RDC, mais aussi en Zambie, en Afrique du Sud, disent clairement « Ne venez plus extraire nos minerais comme vous l'avez toujours fait. » C'est-à-dire qu'on prend, on envoie en Chine, ça se transforme, ça revient en Europe avec les matières qu'il faut pour qu'on ajuste nos batteries pour qu'elles deviennent électriques. Les partenaires, notamment en RDC, disent « Vous venez ».
il faut que la gestion des mines soit responsable. Vous devez vous occuper aussi des artisanal miners, qui sont ces gens, comme dans les années, au siècle passé, les chercheurs d'or, où des individus quittaient les villes pour aller seuls ou en famille chercher des pépites. Donc vous avez les grands concessionnaires et puis vous avez les artisanaux. Mais avec énormément de risques, avec beaucoup de gens qui sont victimes de la manière dont c'est fait de manière très rudimentaire. Donc il faut que ce soit fait de façon responsable. Et deux, il faut que ces minerais restent pour un temps dans le pays, dans la province où elles sont extraites, pour qu'on puisse créer des métiers de transformation de ces minerais avant qu'elles trouvent leur dernière destination. Donc c'est création de valeur, ça c'est le mot maintenant, je dirais très à la mode. Donc faisons des partenariats stratégiques où chacun trouve son intérêt. L'Europe a des minéraux pour ses batteries et il y a de la valeur ajoutée locale en termes de jobs, éducation, éducation, éducation. Et diversification du tissu économique qui sont aujourd'hui monopolisés dans trop de provinces que par les minerais, par les mines, ce qui provoque une non-gouvernance et un non-état de droit. Bon. Donc voilà, il y a un petit peu d'espoir, mais c'est vrai que l'Europe est souvent lente, elle se fait dépasser par les Chinois, les Américains et les autres, auxquels ces pays partenaires arrivent à résister un petit peu moins. Mais nous essayons d'avoir une voie européenne gagnante-gagnante à travers ce Global Gateway. En Chine, ça s'appelle le One Road, One Belt Strategy. En Europe, ça s'appelle le Global Gateway. Voilà. Oui. Et merci. Avant, une dernière question. Et parlant du gagnant-gagnant, et on sait que et dans les continents, disons, dans les pays du Sud, on sait comment les politiques, dans les relations géopolitiques, on sait que c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est de la théorie, quoi. Tout ce qu'on... C'est compliqué. Alors, une façon pour répondre à la complexité, et c'est quelque chose que nous faisons à travers des projets sur lesquels nous travaillons dans un certain pays en Afrique, c'est créer les conditions pour que les acteurs locaux s'approprient pleinement leurs projets, créent une confiance plus grande entre elles. Nous quittons et nous veillons à ce que ces réseaux locaux, par des locaux, pour des locaux, soient durables. Et c'est ça que nous demandons beaucoup à l'Union européenne. Venez pas avec ces vieilles politiques où massivement on met de l'argent dans des grands projets qui ensuite périclitent parce qu'il n'y a pas eu d'investissement dans le capacity building, comme on dit. C'est l'essentiel. And it does resonate a lot with what Vianney said. Thank you for your question. Next question. Moi, j'avais juste une question. Je voulais revenir sur la notion de plan Marshall que vous avez énoncé, la nécessité pour l'Europe de proposer une sorte de plan Marshall à destination des entreprises. Sauf que le plan Marshall a été promulgué par un État fédéral, ce que n'est pas l'Europe jusqu'à maintenant. Et donc, dans ce cadre, est-ce qu'on ne peut pas pointer les difficultés, enfin la particularité plutôt de l'institution européenne, enfin, est-ce qu'on ne peut pas expliquer les difficultés de l'Union européenne en termes de politique environnementale? On ne peut pas l'expliquer par la particularité, l'originalité des institutions européennes. Et est-ce que ces institutions ont vocation à être modifiées pour proposer des politiques plus adaptées peut-être? Et dans ce cadre, est-ce que les élections européennes qui vont se tenir l'an prochain peuvent apporter quelque chose à ces institutions pour répondre à ces enjeux globaux? Enfin, je n'ai pas été très claire, j'en suis désolée, mais... Les institutions sont-elles un frein au développement des politiques durables? Ça dépend qui est au pouvoir. Alors, cette commission-ci avait une fenêtre de tir pour foncer, en sachant que peut-être que demain et dans les prochaines élections, ce qu'on appelle le pouvoir du centre va être raboté par des extrêmes droites et des extrêmes gauches qui, aujourd'hui, disent, je cite Madame Meloni, première ministre italienne, le durable, on remballe, it's not affordable, ça coûte. Il
Il y en a qui sont un peu plus sympathiques, qui disent on va mettre un frein. Mais il y a 58 degrés au Brésil. Les forêts n'arrêtent pas de brûler. Les inondations sont là. Mais on dit non, ça coûte. Mais non, c'est le non-investissement, c'est le peu d'accélération qui coûte après. Donc on n'a jamais le prix des catastrophes. Enfin, est-ce que les institutions sont un frein ou pas? Je ne le pense pas, ça dépend quel est l'équilibre politique issu des élections, comme vous dites. Donc on verra bien en juin l'année prochaine. En tout cas, ce qui est plutôt réconfortant, c'est que la mise en place des régulations qui vont être d'application à partir de 2024 sont là pour durer. Et ça, c'est très difficile à détricoter. Donc voilà. Réponse pauvre à une question vaste. Voilà, mais ce n'est pas les institutions, c'est surtout la volonté politique qui va dominer. Question? Merci. Merci pour votre question. Bonjour, Nicolas Fourcroy, président d'Euracom. J'accompagne des entreprises et des projets d'investissement qui sont notamment dans le domaine durable, que ce soit dans l'énergie, dans la mobilité, dans le tourisme. Et j'ai travaillé auprès de la Commission européenne pendant très longtemps en tant que lobbyiste ou à la Commission elle-même, des entreprises. Le Green Deal a apporté, on va dire, un espoir formidable. Mais comme pour tout grand projet, il y a une perte de signal aujourd'hui, et en particulier pour les PME qui investissent en greenfield aujourd'hui. Il y a des sommes considérables qui sont canalisées auprès de fonds. Pour autant, les critères, on va dire, de mobilisation de ces fonds, lorsqu'on est dans l'innovation, lorsqu'il n'y a pas forcément de scalabilité sur les projets, on se retrouve sur des critères de sélection qui, de facto, excluent ces projets des mécanismes européens. Et ça sans, on va dire, regard de la Commission, puisqu'elle confie, elle délègue ses prérogatives à des acteurs nationaux. Alors, comment pensez-vous que la prochaine Commission, qui va être, on va dire, entrée en vigueur l'année prochaine, pourra essayer de prendre en considération ces cas de figure et ne pas mettre sur un même plan, en termes d'analyse économique, des projets qui font de sensibles efforts, parfois en dépensant plusieurs millions d'euros, et qui sont analysés sur les mêmes critères financiers lorsqu'il s'agit d'impliquer la finance dite verte. I'm trying to answer. I'm sorry. I tried to understand your question, my friend. Je vais essayer de répondre à votre question. Si vous pourriez me traduire en quelqu'un, il s'agit... Donc là, je répète la question que je viens de poser avec des projets innovatifs qui sont analysés par la Commission européenne de la même manière que, selon les mêmes critères que les projets non verts, et que les projets innovatifs et que les innovants qui sont considérés comme des risques par la finance et non pas comme des critères intéressants. Effectivement, je pense que pour les PME, ça a été plus difficile d'avoir de financement, que ce soit privé ou public, que pour des grands groupes. Et surtout après le Covid et la guerre, et ceci parce que le paysage a changé. On parle de beaucoup de biodiversité, de risques, etc. Pré-Covid, ça n'existe plus. Et c'est plus difficile d'avoir des financements pour ce type de projet. C'est même plus difficile de comprendre les réglementations existantes et de comprendre ce qu'il faut faire pour être éligible. Donc, plus grand le groupe, plus simple, c'est de comprendre et de jouer le jeu, on va dire, pour accéder au financement. Donc, ce que nous voyons souvent, c'est que des petites entreprises essayent plutôt de trouver des fonds privés et des initiatives d'avoir des financements d'autres mécanismes financiers plutôt que d'essayer d'avoir des fonds publics, ce qui ne devrait pas être le cas. Je pense qu'au début, ce n'était pas du tout l'intention. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Et ça, c'est le problème de la manière dont ces financements sont organisés
sont structurées, comment les décisions sont prises et aussi les obstacles qu'il faut surmonter. Vous travaillez de risque, d'impact. On dirait qu'il y a plus d'obstacles. Donc les entreprises nous ont dit, on dirait qu'ils changent tout le temps les règles du jeu. On y arrive une année et puis l'année suivante, il faut commencer à faire autre chose et donc il faut rajouter quelque chose. Donc on dirait que les obstacles sont quelquefois plus rapides que l'entreprise peut s'adapter. Donc ils n'arrêtent pas de sauter au-dessus des obstacles sans arriver à vraiment être complètement verts. Et donc là, je pense que c'est un problème fondamental. De nombreuses sociétés ne peuvent que se vendre pour vendre leur âme pour y arriver. Et vu les risques qu'ils prennent et les innovants prennent et qui n'ont peut-être pas comme mission d'être achetés par de grands groupes pour réussir à passer dans les financements, je crois que c'est un peu contre-productif par rapport aux objectifs de l'Union européenne tels qu'ils sont décrits. Je crois qu'une des plans du pacte vert, il faut accroître la compétitivité. Et ça rejoint l'hypocrisie dont Yann parlait tout à l'heure. L'ambition et la mise en œuvre de ces plans ne le permettent pas. C'est quelque chose sur lequel il faut encore continuer à marcher et travailler. C'est peut-être un problème au niveau des processus, du financement. Malheureusement, je suis tout à fait d'accord avec vous et je n'ai pas de solution parfaite pour l'instant. Il vaut mieux continuer à le dire, à être très clair et à expliquer ce qui se passe et que si ne correspond pas aux objectifs de ces programmes. Le problème, c'est que vous avez quelquefois des millions d'euros qui sont brûlés dans le développement de ces sociétés sur la base des ambitions et des objectifs qui sont décrits au niveau européen. Ensuite, les entrepreneurs arrivent à un mur après avoir passé des années à développer. Et là, on leur dit, bon, ben, votre projet est trop risqué. Il est vraiment super, mais il est trop risqué. Mais on peut vous prêter de l'argent pour un beau taux d'intérêt, bien sûr. Et puis, il y a aussi des différences régionales. Et la politique européenne est appliquée de manière différente entre l'Allemagne et dans d'autres pays. Et la France, par exemple, on est très dépendant de la région où vous habitez et de la mise en œuvre régionale de ces politiques. C'est la manière dont l'Europe marche. Donc, ces plans stratégiques et ces accords sont mis en œuvre par les gouvernements locaux dans leur région. Et quelquefois, ils ont différentes manières de le faire. Donc, vous êtes à la merci de l'endroit où vous êtes basé et de la manière dont c'est mis en œuvre. Ce n'est pas toujours la même. Ça dépend vraiment du pays. En général, c'est un peu des tendances générales. Donc, ce n'est pas seulement un problème français ou polonais. C'est la manière dont les mécanismes financiers marchent. Et ils ne travaillent pas de cette manière en ce moment. Et donc, cela, au fait, n'arrive pas au fait, ne répond pas à l'objectif principal. Et voilà, cela, c'est ce que l'on voit en pratique et ça ne fonctionne pas toujours comme cela devrait. Merci beaucoup pour vos questions. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Sinon, moi, j'aurais une question par rapport à l'aspect social. Vous avez dit tout à l'heure que les aspects sociaux viennent à côté des autres aspects environnementaux, etc. Oui, effectivement, j'ai parlé de l'enquête qui avait été faite auprès des
personnes et 7 personnes sur 10 étaient convaincues que cela aurait créé encore plus d'inégalités qu'il y en avait maintenant. Et donc cela crée une certaine inégalité. Alors le Green Deal sera vraiment vert si on y ajoute un élément social et humain. Alors c'est vraiment ce que j'entends de plus en plus de la part des CEOs de nombreuses sociétés. Toujours les CEO qui travaillent en Europe, ceux qui travaillent sur une initiative, le Business for Inclusive Growth, ils voient au fait l'inégalité comme un risque systémique. Et donc la nature de ce phénomène est très important. Alors, il se réveille peut-être un peu tard, mais du moins, il se réveille. Et la présidente von der Leyen a parlé aussi du Green Deal comme un Green Deal social. Et nous sommes en train de développer un certain nombre de propositions qui se basent sur différentes idées. La première, c'est qu'il est peut-être temps pour les sociétés d'adopter une approche basée sur le changement climatique, mais également une approche qui tient en compte un changement humain. Nous avons la sociologie, l'anthropologie doivent faire partie doivent entrer carrément dans la société parce que le comportement doit être pris en compte. Parce que si on ne comprend pas cela, au fait, tôt ou tard, on se retrouvera bloqué. Ensuite, nous souhaiterions voir une taxonomie complète pour supporter vraiment tous les efforts qui sont faits sur le changement climatique. Si cela n'est pas vrai, au fait, c'est un élément critique, le fait que l'on puisse donner des aides financières sans inclure le volet social. Et puis, j'ai eu la possibilité de travailler avec Jacques Delors et c'est la personne qui a créé le dialogue social en Europe avec de nombreuses autres personnes. Il a instauré aussi le dialogue entre les employeurs et les syndicats. Et je voudrais à cela ajouter un dialogue de développement durable pour pouvoir discuter et de pouvoir faire la connexion entre de nombreuses politiques au sein de l'Union entre les différentes politiques de l'Union européenne. Et si nous regardons bien, il y a plusieurs politiques qui sont menées en même temps et qui sont incohérentes entre elles. Et il faudrait également éviter l'amitié sociale, surtout entre des organisations qui ne partagent pas les mêmes engagements sociaux. Et je n'ajouterai rien parce que... Alors, je voudrais ajouter, le problème est le fait que au sein de l'Union européenne, la partie de durabilité n'inclut que la partie environnementale. Au fait, ce qui manque maintenant, c'est une cohérence entre les différents cadres et surtout certains mécanismes ne tiennent pas compte des droits humains. Par exemple, on se base beaucoup sur l'aspect matériel.
Alors, si on a par exemple l'esclavage moderne ne devrait pas être basé sur des éléments matériels. Et donc, il faut s'étendre cela à toute la supply chain. Mais c'est là où on vient toucher tous les problèmes de et le fait d'avoir cette cohérence entre tous les cadres est quelque chose qui serait bien plus que souhaitable, quel que soit. Et il faut bien comprendre que certains d'entre eux ne sont pas acceptables. Donc, le fait d'avoir quelques règles, par exemple, quelques règles comptables n'est pas quelque chose de suffisant. Merci Madeleine. Donc, il ne faut pas oublier les challenges sociaux. Nous arrivons donc à la fin de cette table ronde. Et donc, nous comprenons bien que une cohérence sociale est très importante. Merci beaucoup au public pour votre attention. Et merci beaucoup Madeleine, Yann et Vianney de nous avoir rejoints aujourd'hui. Et vous trouverez cette session enregistrée. Et bonne poursuite de conférence.